Sans plus attendre, donc on va démarrer la table ronde et je vais inviter à me rejoindre sur scène donc Monique Libert-Champagne, Laurent Roger et Juliette Jarry. Juliette, je vous garderai près de moi une bonne partie de l'après-midi parce qu'on a souhaité que vous soyez notre grand témoin de manière à préciser la politique régionale sur les différents aspects dont on a parlé, parce qu'il y a un travail d'ensemblier dont vous avez parlé, mais on rentrera dans le détail, ça peut inspirer d'autres régions. Et puis, donc, pour réagir à ce que vont nous dire les autorités qui nous entourent. Donc, avant de commencer par Monique Libert-Champagne, qui est membre du collège de l'ARCEP, et Laurent Roger, qui est donc le directeur de l'agence du numérique. Laurent, on commence par vous. Question assez générale, c'est programme national très haut débit, on en est où? Alors, d'abord, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui pour Ruralytique. Alors, sur le plan France très haut débit, en réalité, donc, on a deux objectifs qui ont été définis. Un objectif horizon 2020 qui est le bon haut débit pour tous et un objectif 2022 qui est le très haut débit pour tous. Alors, sur l'objectif 2020, on est effectivement sur quelque chose qui maintenant se rapproche fortement, et c'est un objectif qui va être retenu grâce à un ensemble de technologies, et technologies filaires bien sûr, dont la fibre optique dont on va reparler, mais aussi des technologies alternatives, le satellite, la THD radio et la 4G fixe, qui offrent des compléments là où les technologies filaires n'offrent pas de bon haut débit. Et à ce titre, on a lancé cette année un nouveau dispositif qui s'appelle Cohésion numérique des territoires, qui vient soutenir jusqu'à 150 € l'équipement des ménages dans ces zones-là pour accéder à ce type de technologie et compenser le surcoût qu'il peut y avoir à l'équipement initial. Donc de votre point de vue, 100% des Français au très haut débit en 2022. Alors là, j'étais sur le bon haut débit 2020, mais effectivement, sur le 2022, on est également confiant, c'est l'étape d'après. Et l'élément vraiment marquant, bon, ça a été dit déjà un peu par Arthur Dreyfus de ces derniers mois, c'est globalement l'accélération. L'accélération d'abord des déploiements. Les chiffres sont tout à fait intéressants. Hein. On a fait en 2018 déployer 3,2 millions de lignes FTTH. Sur la seule année 2018. Voilà, sur la seule année 2018. C'est un rythme qui doit encore s'accélérer pour dépasser les 4 millions. On devrait a priori y être cette année. Donc on est vraiment sur une tendance forte à l'accélération qui doit se poursuivre. Cette accélération elle repose sur deux moteurs, l'initiative privée, et là les opérateurs ont pris des engagements contraignants devant le régulateur, et donc on est évidemment très attentif au respect de ces engagements en lien avec l'ARCEP. Et les réseaux d'initiative publique que nous suivons plus particulièrement au travers des soutiens que l'État leur apporte, hein, 3,3 milliards d'euros qui sont mis sur la table par l'État en appui au plan France très haut débit, et par l'accompagnement qu'on apporte aux collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs projets. Et là, c'est vrai que là aussi, l'élément marquant, c'est le vrai décollage des réseaux d'initiative publique. 2018, c'est à peu près 750 000 lignes FTTH déployées par les RIP. Donc voilà, on avait déjà des lignes avant, mais c'est vraiment l'année du décollage qui doit se poursuivre et se renforcer dans les mois qui viennent. On constate que certains RIP aujourd'hui sont très bien partis, vont d'ailleurs achever leur déploiement à des horizons qui peuvent être dès 2020 pour certains d'entre eux. Pour d'autres, on est encore au début de l'histoire, dans la phase de démarrage. Et donc là, on travaille avec les collectivités territoriales pour que cette phase de démarrage soit la plus courte possible et qu'on soit bien au rendez-vous des échéances, en particulier des échéances de 2022. Alors, ces disparités,
je pense que la région s'en est aperçue il y a environ 3 ans, un état des lieux des différents RIP, des degrés d'avancement divers en fonction de l'échelle régionale, on se souvient le PPP Orange pour l'Auvergne, mais aussi des programmes départementaux, je pense à l'Ain, les Deux-Savoie, on pense à Ardèche-Drôme qui était parti très fort. Donc est-ce que vous avez fait vous, ce constat aussi d'une disparité et comment vous avez essayé d'harmoniser tout l'ensemble de ces RIP pour que finalement il n'y en ait pas qui soient privilégiés par leur antériorité? Alors effectivement, une des particularités d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on a à peu près tous les cas de figure possibles et imaginables sur le territoire. DSP, affermage, exactement. PPP, oui, des régies. Donc effectivement, l'Auvergne, le grand avantage de l'Auvergne, effectivement, c'est que les 4 départements s'étaient mis ensemble en se disant individuellement, on est trop petit pour porter chacun un projet. On va se mettre tous les 4 ensemble, on aura beaucoup plus de force pour pouvoir mener à bien ce projet. Et puis chez les Auvergnats, il y avait une bonification financière en plus. Oui, exactement. Et donc pour moi, c'est vraiment un plaisir quand je suis pour parler du RIP Auvergnat, parce que du coup, il y a 4 départements autour de la table, et ça avance extrêmement rapidement, et c'est aussi pour ça qu'on a pu mener à bien les négociations, la renégociation de cette phase 3 du PPP que j'évoquais tout à l'heure. Sur Rhône-Alpes, la situation est beaucoup plus complexe. Donc effectivement, comment est-ce qu'on essaye d'accompagner? On accompagne déjà, j'allais dire presque avec la carotte et le bâton. C'est-à-dire qu'à la fois, on a essayé d'être le plus possible aux côtés des différents RIP en les aidant à identifier, à travailler l'ingénierie, à mettre à disposition des ressources. Et en même temps, ce qui a fondamentalement changé dans la relation que nous avons avec les RIP, c'est que la région, maintenant, ne paye plus de manière forfaitaire à l'aveugle, quelque part, mais nous payons les prises qui sont effectivement réalisées. Ce qui fait effectivement, ça amène les RIP à être aussi dans une logique d'efficacité et de résultats par rapport aux prises qui sont déployées. C'est clair, merci beaucoup. Monique Libert-Champagne, donc vous êtes membre du collège de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est le gendarme des télécoms, comme on dit, mais c'est un gendarme plutôt sympa qui utilise son pouvoir de régulation pour favoriser l'accélération du plan. On pourrait le dire comme ça, c'est votre philosophie d'intervention? Tout à fait. Avant de dire cela, je voudrais vous dire que je suis très fière d'être invitée aujourd'hui à Ruralitique parce que c'est extrêmement agréable de rencontrer tous les élus et de voir les préoccupations des maires ruraux. Mais je dois dire que dans la salle, tous, autant les uns que les autres, nous sommes très fiers de participer en fait à la construction de l'infrastructure essentielle du XXIe siècle qui va être l'infrastructure fibre. Je voudrais aussi confirmer en tout point les chiffres donnés par Arthur Dreyfus. Ce sont effectivement des investissements extrêmement importants qui sont faits par les opérateurs. 10 milliards, c'est plus 30% par rapport à il y a 3 ans. Et 14,5 millions de locaux qui peuvent aujourd'hui être raccordés via la fibre, c'est plus 30%, mais cette fois en un an. Donc le plan progresse bien, tout n'est pas parfait, mais il progresse très bien. Qu'est-ce que fait l'ARCEP pour cela? L'ARCEP, en fait, elle propose, elle contrôle et elle peut sanctionner. Le dispositif législatif s'articule en fait en 3 étapes. L'ARCEP demande des engagements juridiquement contraignants aux opérateurs, la loi nous y autorise. Derrière ces engagements contraignants, eh bien, l'ARCEP va contrôler que les engagements sont effectivement respectés par les opérateurs. Et si ça n'est pas respecté, eh bien, nous pouvons effectivement, en tant que gendarmes des télécoms, les sanctionner. La déclinaison, par exemple, sur la zone AMI, nous avons demandé à Orange et à SFR de prendre des engagements précis sur ces zones, avec notamment une liste précise de communes et un calendrier. Et nous avons signalé aux 2 opérateurs qu'il fallait accélérer leurs investissements qui étaient pour l'instant insuffisants. Sur l'AMEL, de même, nous veillons à ce que les engagements des opérateurs soient contraignants, vérifiables, robustes, et nous regardons attentivement les tarifs, afin que les tarifs de gros soient dans une fourchette raisonnable, pour que sur l'ensemble du territoire, nous puissions avoir une certaine homogénéité. Alors pour cela, nous avons des outils très précis, et nous avons notamment... Oui, carte fibre, oui, si on peut mettre carte fibre à l'écran... Absolument, cartefibre.arcep.fr. Voilà, si vous voulez savoir où vous en êtes ou où vous allez en être, je vous laisse nous décrire l'outil. Alors, vous rentrez en haut à droite votre commune ou votre adresse et vous voyez l'état d'avancement.
des déploiements de fibres optiques. Donc cela permet au pouvoir public et à vous, collectivités territoriales, de suivre la réalisation des engagements des opérateurs. On vient d'enrichir le site des cartes de déploiement prévues et en fait, à terme, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons un moteur de recherche qui permettra d'avoir les technologies disponibles, parce qu'il n'y a pas que la fibre, vous le savez tous, il y a le cuivre, le VLLD, le THD radio, et les classes de débit, c'est-à-dire combien de mégabits. Alors, sur la carte, je crois que vous avez votre région. En bleu, les zones où le taux de locaux raccordables est supérieur à 80%. Alors je me retourne, ce n'est pas facile, mais vous voyez quand même qu'il y en a beaucoup. Ils sont bons dans la Loire. Séverine Reynaud va nous rejoindre, mais ils sont bons dans la Loire. En vert, vous avez de 10 à 25%. Et tout ce qu'il y a au milieu de la carte en blanc, ce sont les zones amies sur lesquelles Orange en pourtour orange et SFR en pourtour rouge se sont engagés à déployer. Vous le savez tous, pour ceux qui n'auront pas la fibre, vous avez le THD radio. Je signale que l'ARCEP a prolongé l'ouverture de son guichet jusqu'au 15 septembre 2020 à la demande des collectivités. Vous avez bien sûr la 4G fixe qui utilise le réseau mobile pour un accès fixe, mais vous avez aussi le satellite dont les coûts d'abonnement ne sont pas plus chers que ceux d'une box, dont les débits sont très bons, quoique inférieurs à la fibre, mais c'est normal. Les débits sont très bons, mais vous avez besoin d'une antenne. Alors vous m'avez demandé éventuellement de parler des entreprises. Oui, tout à fait, parce que le marché entreprise, les choses sont quand même un peu moins claires, et c'est une préoccupation de la région notamment. Maintenant, on y va. Allez. Sur le marché entreprise, il y a des difficultés et Orange est un opérateur régulé. Nous avons fait d'ailleurs pour 2 axes en fait pour que la concurrence prévale sur le marché d'entreprise. D'abord, nous avons la volonté de développer des offres fibres aux entreprises qui soient moins onéreuses que les offres existantes. Nous voulons également favoriser l'émergence d'autres acteurs. La concurrence, en effet, favorise la baisse des prix d'une part, elle favorise l'investissement, comme on le voit sur le marché de détail. Et puis, ça favorise également la qualité de service. Donc, nous avons demandé également des offres avec une qualité de service renforcée. Et Orange doit faire droit aux demandes raisonnables d'accès passif, avoir des offres de revente, d'offres d'accès. Alors aujourd'hui, cette politique commence à porter ses fruits. Nous avons des offres avec qualité de service renforcée qui sont d'ores et déjà en place, notamment dans les RIP. Nous avons un marché de gros qui maintenant devient concurrentiel. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'opérateurs sur le marché de détail et donc la concurrence devrait permettre que les entreprises aient des offres d'une part qui leur conviennent et d'autre part qui soient à des prix moins onéreux que par le passé. Je signale également que nous avons fait un guide avec les chambres de commerce et les syndicats d'entreprises, MEDEF, CGPME, afin que les entreprises puissent mieux cerner leurs besoins. C'est la démarche info débit, quelque part. C'est face à ce maquis-là que vous avez décidé d'avoir un opérateur neutre, un interlocuteur neutre qui permet d'identifier effectivement les solutions. Bien. Eh bien, sans plus attendre, je vais demander à des personnes de venir compléter un petit mot en plus. Oui, je voudrais simplement en profiter pour partager avec vous une préoccupation que j'ai, et je profite de la présence de Laurent Roger à mes côtés. L'État a fait des annonces sur la couverture du territoire en très haut débit, et à notre niveau, au niveau des régions, nous regrettons que le guichet qui permettait de financer, d'apporter ce qu'on appelle le FSN, ait été fermé, ou en tout cas mis entre parenthèses pour l'instant. Au niveau de l'Auvergne, nous avons l'occasion de le dire, c'est un projet qui est parti très tôt, qui est parti en 2013. C'est un projet qui a été très précurseur et qui, quelque part, a un petit peu essuyé les plâtres. Aujourd'hui, on est dans l'attente d'une réponse de l'État pour le financement de la phase 3 du FSN. Et j'appelle solennellement l'État à être à nos côtés, parce que quand il y a des territoires qui se mobilisent,
Il y a des territoires qui collectivement font des efforts, qui renégocient, qui font le mieux possible. Je pense que c'est important que l'État prenne aussi sa part. Donc voilà, je lance officiellement cette petite... Laurent, une réouverture du message. guichet est-elle d'actualité? Oui, alors, je n'ai pas d'annonce à faire sur le sujet aujourd'hui, mais effectivement, c'est une question qui est bien identifiée. L'accélération qu'on a eue sur les procédures des RIP depuis 2-3 ans, et aussi la démarche des AMEL, elle fait qu'aujourd'hui, on a de fait, au-delà de l'objectif 2022, à peu près 3/4 des départements qui s'inscrivent dans une optique de généralisation du FTTH. Dire forcément 100% complet FTTH, mais en tout cas un réseau FTTH suffisamment capillaire pour pouvoir aller chercher tout foyer ou entreprise qui a besoin de cette connectivité. Et en revanche, il y a un certain nombre de territoires, dont l'Auvergne fait partie, qui sont partis tôt, et donc qui est peu essuyé les plâtres pour les autres, qui ont eu des conditions de financement qui étaient nettement moins avantageuses que celles qu'on a pu avoir depuis 2-3 ans. Donc ça, c'est vraiment une évolution du marché, de l'histoire, et dont il faut globalement se réjouir par rapport à la dynamique nationale, et qui fait qu'effectivement aujourd'hui, ces territoires, donc le quart de départements qui n'est pas aujourd'hui déjà dans la perspective de généralisation, se pose cette question de l'extension de son projet et d'aller vers au-delà des objectifs déjà validés. Donc voilà, l'Auvergne s'inscrit dans cette problématique. Et le calendrier, c'est une décision sur le financement de ces éventuelles nouvelles phases, qui est évidemment une dimension budgétaire et donc qui relève d'arbitrages qui sont pris dans votre finance. Vous vous attendez un peu l'un l'autre, en fait. On attend beaucoup l'État. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Il n'y a pas d'annonce sans doute, mais peut-être qu'en septembre, comme chantait la chanteuse préférée de Xi Jinping. Donc, sans plus attendre, je vais compléter ce tour de table avec Hervé Rasclard pour Infranum, Séverine Reynaud pour le département de la Loire, donc on a vu exemplaire, et Gaël Serrandour pour la Banque des Territoires, si vous voulez bien nous rejoindre. Ah ben non, il y a une place là. C'est la vôtre. Oh non, je m'en serais voulu. Bienvenue, merci à tous les trois d'être avec nous. Hervé, merci de remplacer, donc Hervé Rasclard, délégué général d'Infranum, merci de remplacer au pied levé, enfin si je puis dire, ton président Étienne Dugas, qui, donc d'après ce qu'il m'a dit, s'est remis au sport de manière trop brutale, vélo, tennis, peut-être même les deux en même temps, et le voilà coincé par une sciatique. Alors que toi, en dromois, on dit ardéchois, cœur fidèle, mais dromois, dos solide. Voilà. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, j'aimerais que la filière représentée par Infranum nous fasse un point sur la structuration de cette filière. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu le filière stratégique, filière de, comment on dit, on va y venir. Comité stratégique de filière, il y a de la création d'emplois, il y a eu effectivement cette contribution au maintien de l'ouverture du guichet THD radio. Voilà, donc on aimerait avoir le point sur le programme de ta part et de la part d'Infranum et de ses 350 membres, au moins. Merci Sébastien. Alors, pas encore 350, on y tend, on est 200 entreprises aujourd'hui, donc quelques mots. Non mais c'est bien, tu prends le double, quoi. Change de lunettes. C'est une tactique comme une autre. Donc quelques mots effectivement pour peut-être rebondir un petit peu sur les propos des uns et des autres, parce que déjà pas mal de choses ont été dites. Donc je commencerai par rebondir sur les propos du président de la Fédération française des télécoms pour effectivement dire que non seulement les opérateurs sont pleinement mobilisés, mais toute la filière industrielle qui construisent ces réseaux sont pleinement mobilisés, à notamment tout ce qui est intégrateur et constructeur de ces réseaux, qui travaillent pour le compte de tous les opérateurs, que ce soit les OCEN ou les opérateurs des réseaux d'initiative publique. Donc ces 200 entreprises, effectivement, sont pleinement mobilisées, si bien que, il faut toujours remettre peut-être un peu les chiffres dans son contexte, on parle de millions, de milliards, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement, passer la barre des 4 millions de prises construites sur l'année 2019, je crois que Laurent Roger s'en est félicité tout à l'heure. Là, ça veut tout simplement dire qu'en 3 ans,
nous aurons doublé notre capacité de production de prises. On faisait un peu plus de 2 millions de prises en 2017. On va passer la barre des 4 millions. Et si je peux me permettre aussi quelques allusions, une prise en réseau d'initiative publique, une prise en Auvergne, c'est un petit peu plus compliqué à construire qu'une prise en ZTD. Donc quand je dis doubler, je pense qu'on est modeste, c'est bien plus si l'on parle donc en linéaire de câbles déployés. Donc je crois qu'on peut être tous fiers aussi de notre industrie en général. Il y a aussi tous les équipementiers. Vous savez qu'une grande partie de la fibre posée en France, mais aussi en Europe, est produite en France, mais aussi les armoires, mais aussi l'ensemble des équipements qui sont utilisés pour construire ces réseaux. Beaucoup de choses sont aujourd'hui construites sur notre territoire. Et c'est pour ça que le gouvernement devrait, cet automne, je pense en septembre, effectivement, labelliser un comité stratégique de filière des infrastructures du numérique, de manière à poursuivre donc ce travail de structuration de cette filière. Alors je crois qu'il y a trois critères. Il y a le fait que c'est créateur d'emplois, c'est fort à l'international. Et le troisième, c'est quoi? Alors, les critères, c'est effectivement le potentiel qu'il existe en termes de création d'emplois. C'est tous les enjeux en termes de recherche-développement. Et on sait que, notamment derrière tout ce qui est smart territoire, derrière la 5G, il y a énormément d'enjeux aujourd'hui à poursuivre des travaux sur ces infrastructures. Et puis, c'est effectivement les perspectives à l'international, elles sont nombreuses par rapport à ce que je viens de dire sur ces chiffres. Un chiffre sur l'emploi, on n'a pas encore cité, je crois, de chiffres. L'année 2019, pour construire ces réseaux, c'est un peu plus de 6400 emplois qui ont été créés un peu partout sur nos territoires. Et c'est à l'échelle du projet global du plan en France Très Haut Débit, à peu près 30 000 emplois qui seront générés tout au long de la construction de ces réseaux. Donc voilà quelques chiffres un peu clés sur ces projets. Je rebondis peut-être sur la question que vous n'avez pas tellement creusée, qui est, je pense, essentielle sur tous les territoires, c'est la réouverture du guichet. Pour vous dire qu'effectivement, dans le cadre de son observatoire 2019, avec nos partenaires de la Caisse et de l'AVICA, on a chiffré ce qu'il reste à faire sur l'ensemble des territoires. C'est en gros 3 millions de prises qu'il reste à construire si on veut être un des pays qui peut être dans le peloton de tête des pays totalement fibrés en Europe. Sachant qu'on a été très longtemps dans le peloton de queue. Oui, et je pense qu'on va être très rapidement dans le peloton de tête. Donc pour terminer, c'est à peu près entre 5 et 6 milliards d'euros d'investissement supplémentaires sur un plan qui pèse aujourd'hui 20 à 25 milliards d'euros. Et la contribution de l'État nécessaire pour terminer, pour répondre à la demande des collectivités est estimée aux alentours de 7 à 800 millions d'euros. Donc vous voyez qu'effectivement c'est un chemin important. Et à l'échelle du projet, je pense que si collectivement, et les collectivités l'ont montré, parce que pour beaucoup elles ont déjà porté ces projets, moi je suis certain que l'État, et je comprends la position de mon voisin qui pour l'instant n'a pas d'annonce à faire, mais je suis sûr que comme le gouvernement est aujourd'hui à la manœuvre depuis un certain nombre de temps sur ce plan, je suis sûr qu'il saura répondre présent d'ici la fin de l'année pour nous permettre d'aller au bout de ce plan France Très Haut Débit. Peut-être un mot sur ce que nous a confirmé Monique Libert-Champagne, le maintien de l'ouverture du THD. Alors tout à fait, si on déroule dans l'ensemble des points, effectivement... Parce que juste, il y a oui, une estimation de 2,3 millions de foyers qui ne sont pas encore dans la carte. Donc oui, on déploie, oui, on accélère, mais oui, aujourd'hui, on ne fait pas instantanément toutes les prises sur l'ensemble des territoires. Donc si on sera au rendez-vous du plan et si 80% des foyers seront bien fibrés à l'horizon 2022, on a estimé avec la Banque des Territoires et nos partenaires que dans les années qui viennent, il reste 6 à 7 millions de foyers qui restent au bord du chemin, dont 2 à 3 qui ont besoin aujourd'hui fortement d'autres technologies, en attendant que la fibre arrive. D'autres technologies, c'est par exemple bien entendu le satellite Connect, je crois qu'il y a, vous en parlerez dans les prochains jours, qui a été confirmé et qui sera opérationnel, je pense, fin d'année ou début d'année prochaine. Eutelsat l'a confirmé il y a pas très longtemps, je crois qu'ils sont partenaires de cette édition de Rue Hérétique, mais il y a aussi notamment un autre vecteur du mix technologique sur lequel Infranum s'est énormément mobilisé, qui est le THD radio,
Je salue effectivement la décision du collège de l'ARCEP qui a, au mois de juillet, donc, décidé de prolonger ce guichet. Donc peut-être un mot, parce qu'on parle beaucoup de technologie sans trop donner de concret. C'est quoi le THD radio? C'est pas un mythe, ça se déploie aujourd'hui sur pas mal de territoires. Je ne vais pas faire de la pub pour l'un ou l'autre des territoires qui mènent un projet. Je vais simplement vous en donner un qui vient d'être déployé, pour vous donner quelques chiffres un peu parlants. Je précise que c'est un territoire qui a fait le choix du 100% fibre, donc le projet fibre se déploie, mais ils ont souhaité pour les 10, 20, 30 000 foyers qui n'auront pas la fibre tout de suite, de monter un projet THD radio pour ramener du très haut débit tout de suite sur ces foyers. Ce territoire, donc, c'est la Vendée, pour la citer, c'est 20 pylônes, c'est à peu près 2 millions d'euros d'investissement, ça couvre à peu près 40 000 foyers. Ça a été déployé en 6-8 mois et ça va permettre, à partir de demain, à des foyers qui attendent déjà depuis très très longtemps d'avoir des solutions très haut débit. Le THD radio, c'est pas l'utilisation d'un réseau existant, c'est la construction d'un réseau dédié avec une bande de fréquences donnée au territoire sous le contrôle de l'ARCEP, et ça permet d'avoir des offres très haut débit rapidement à des prix accessibles. Vous avez entendu les deux chiffres que j'ai cités. 2 millions d'euros sur une zone d'environ 40 000 foyers, c'est à peu près 500 euros la prise, pour permettre, en attendant, d'amener des solutions très haut débit aux entreprises ou aux foyers qui attendent déjà depuis un ensemble d'années. Mais c'est pas de la 4G, c'est pas de la 4G fixe. 4G pas fixe, c'est une de la technologie 4G, j'ai mobile, insisté ça. sur ce point. Il y a effectivement les opérateurs dans le cadre du New Deal qui ont aussi des solutions à apporter, mais qui ne font pas ça sur un réseau dédié. Le THD radio, c'est bien un réseau dédié avec une fréquence dédiée, avec une garantie de service, comme sur toutes les offres sur du fixe, et avec des capacités qui sont valables, quelle que soit l'utilisation du point haut. Merci. Un dernier mot sur le Wi-Fi territorial. L'Infranum est très impliqué là-dedans, aux côtés de ses partenaires, dont la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, qui va s'exprimer juste après. Oui, tout à fait. On en Donc, reparle demain, je vous pense. savez que l'État français, donc, et notamment donc, le ministère de la Cohésion des territoires, je crois que M. Mézard nous a quittés il y a quelques instants, a souhaité donc relayer le programme européen Wi-Fi for You en France. Nous avons, en tant que partenaire industriel, répondu présent aussi pour structurer cette filière. Donc nous venons de sortir un guide pratique avec le CGET, le CEREMA, la Banque des Territoires, qui vous sera présenté d'ailleurs demain en plénière. C'est vraiment un guide pratique à destination de l'ensemble des élus. Et enfin, pour terminer, si vous voulez plus de renseignements et sur le THD radio et sur le Wi-Fi territorial, je vous donne rendez-vous au stand d'Infranum, qui est juste à la sortie de la salle, où vous trouverez des entreprises de notre fédération qui pourront tout vous expliquer et vous donner l'ensemble des renseignements de façon plus détaillée que je viens de le faire. Merci de votre écoute et très bonne édition Ruralytique. Merci beaucoup Hervé. Gaël Serrandour, donc historiquement la Caisse des dépôts était là dès le début, plan haut débit, notamment pour l'accompagnement en ingénierie et en études des RIP, puis aussi comme investisseur. Dans ces RIP, investisseurs de long terme, et également, là on le voit encore dans cette actualité, impliqué dans le Wi-Fi, impliqué aussi dans l'action Cœur de Ville, mais ça on en parlera en atelier. Comment, vous Gaël, vous regardez cette accélération du plan et la manière dont il est en train de se configurer ? Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, la Banque des Territoires, on a peut-être cet avantage d'être présent de manière assez importante dans les déploiements de la zone publique, puisque que l'on soit prêteur auprès des collectivités territoriales ou investisseur aux côtés des industriels, on est présent pour à peu près 10 millions de locaux qui vont être financés, déployés, donc près de 60% de cette zone publique. Donc on a finalement c'est pas une tour de contrôle, en tout cas un bon observatoire de ce qui se passe partout en France, dans notre portefeuille, dans les relations qu'on a avec les collectivités territoriales. En Auvergne-Rhône-Alpes, on est présent dans la Loire historiquement, mais fortement sur le réseau fibre. Ardèche-Drôme également. Et puis on est en train d'instruire un financement complémentaire en prêt pour la régie de l'Ain. Je crois que vous êtes dans 2 jours, Madame la Vice-Présidente, ou voilà, après-demain, à l'inauguration de nouvelles phases de démarrage de travaux, ce qui illustre encore une fois
le fait que les collectivités avancent, les opérateurs, ça a été rappelé par Arthur Dreyfus, les opérateurs sont pleinement mobilisés, et les collectivités également, lorsqu'elles déploient elles-mêmes sous leur maîtrise d'ouvrage les réseaux. Donc oui, on constate effectivement cette accélération. Aujourd'hui, nous, dans notre portefeuille, on a déjà près d'un million, plus d'1 million, 1,2 million de foyers qui sont raccordables. Et non seulement ils sont raccordables, mais en plus, beaucoup se raccordent. Et ça, c'est vrai que c'est la bonne nouvelle de ces 6 derniers mois. Les 4 opérateurs déjà mentionnés arrivent au fur et à mesure, petit à petit, selon leur stratégie commerciale sur les réseaux. Mais avant leur arrivée, il y avait eu également d'autres opérateurs présents sur ces réseaux. Et peut-être également citer les dizaines d'opérateurs dédiés aux entreprises qui sont présents sur ces réseaux et qui jouent ce rôle, vous l'avez rappelé Madame, le rôle de dynamisation pour la compétitivité, pour les prix sur le marché des entreprises, puisque ces réseaux, ce ne sont pas des réseaux grand public, ce sont des réseaux finalement multi-accès, multi-services. Certes, ils permettent d'apporter du très haut débit, de la télévision, du divertissement, de la téléphonie au grand public, mais ils amènent aussi de la qualité de service et du très haut débit aux entreprises, et c'est très important de le rappeler. Donc on a effectivement avec cette observation et cet observatoire, on voit l'accélération des déploiements, on voit l'accélération de la commercialisation, donc énormément de signaux très positifs finalement sur ce plan France très haut débit. Ceci étant, puisque je n'ai pas chaussé mes lunettes sans verre, qui sont de noter, mais puisque tu nous as invités néanmoins à ce qu'on partage tous ensemble la réalité de la situation, je voudrais partager, c'est pas du tout le fait de vouloir pointer des aspects négatifs ou des crispations, mais je pense que c'est important de partager tous ensemble ce que nous, en tant que financeurs, on voit comme des points importants. J'en citerai 3. Alors un point qui s'est amélioré au cours de l'été, c'est ça faisait des mois que les collectivités territoriales et les opérateurs eux-mêmes avaient identifié que les déploiements en aérien, et c'est une particularité des zones rurales évidemment, de manière importante, pouvaient être compliqués par les calculs de charges, les contraintes que les opérateurs, les industriels détenteurs de pylônes ou d'appuis aériens pouvaient mettre. Donc il y a eu des assouplissements au cours de l'été dans les règles permettant le déploiement de ces réseaux, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il reste néanmoins quelques contraintes, je pense, dans des domaines, je pense notamment au domaine forestier, où un certain nombre d'opérateurs, d'industriels ont des contraintes à la fois techniques et financières, notamment quand on est dans le domaine de l'ONF, en effet le sujet de la tarification. Donc voilà, c'est vraiment, on est en train de parler de fine-tuning, mais je crois que comme édition par édition, après édition, voilà, il faut qu'on lève au fur et à mesure les différents points. Il y a un sujet qui concerne tous les opérateurs, et qu'ils soient, oserais-je dire, petits ou grands, et y compris ceux qui ne sont pas présents ici, le sujet du raccordement des abonnés. On a dit c'est notre plus grand chantier de déploiement, d'investissement, c'est l'infrastructure essentielle de demain. Alors ça a été d'ailleurs relevé par le régulateur dans son bilan et perspectives publié et mis en consultation publique cet été. Cela fait 50 ans qu'on n'est plus arrivé chez le particulier pour venir y installer une nouvelle infrastructure, un nouveau câble, un nouveau boîtier. Et donc l'ensemble de l'appareil industriel, les opérateurs, les sous-traitants, ont besoin de réapprendre des gestes pour entrer chez le particulier et venir installer ces équipements. Et aujourd'hui, dans les processus, il y a quelques problématiques de mauvais raccordement, d'échecs de raccordement, et ça c'est des sujets bien sûr que la filière dans son ensemble, jour après jour, semaine après semaine, lève, mais c'est un sujet qui concerne l'ensemble des industriels, et on peut être un grand opérateur et avoir cette même problématique avec sa filière de sous-traitance. Et puis enfin un troisième point, peut-être qui est peut-être moins court terme, mais qu'il faut sans doute avoir présent à l'esprit. On a la chance et le plaisir d'accompagner depuis quelques mois 2 villes, Action Cœur de Ville de la région, que sont Vichy et Aubenas, dans une réflexion sur quel type de service, quel type de démarche on pourrait, pour leur cœur de ville, déployer à l'occasion finalement de cette nouvelle infrastructure très haut débit qui arrive. Alors, certains vont penser
réseau de chaleur, d'autres pensent mobilité, d'autres pensent pilotage intelligent de l'énergie avec les candélabres. Voilà, il y a même des idées peut-être de faire des expérimentations 5G à Vichy, on y réfléchit. Et on se rend compte assez vite que la qualité des réseaux déployés va être essentielle, notamment sous l'angle de la sécurité et de la résilience. Et ça, c'est un sujet, je pense, que collectivement, il n'y a pas de point dur identifié à ce jour, mais je pense sur lequel il serait intéressant qu'on se penche pour ne pas se retrouver face à des problèmes majeurs dans quelques années. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de la 5G dans quelques années, qui va permettre aussi d'aller adducter, collecter, raccorder un certain nombre d'antennes à très très haut débit pour la 5G, de manière très fine, eh bien c'est un sujet qu'il faudra qu'on ait tous présent à l'esprit, voilà, pour éviter les déconvenus et évidemment en tant qu'investisseur pour éviter les réinvestissements qui ne sont pas synonymes de saine gestion. En matière de sécurité, n'attendons pas l'accident. Merci beaucoup, merci Gaël Servandour. Séverine Reynaud, on a vu effectivement cette magnifique carte de l'ARCEP tout en bleu, c'est trop la classe, ça se visite, on peut venir vous voir pour savoir comment vous avez fait. Mais avec grand plaisir. Bon, alors Aussi grand plaisir que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir et on voulait avoir votre avis effectivement parce que sur le terrain on a parlé de l'arrivée des Océans, on a parlé de la France et du plan. Voilà, sur le terrain comment vous l'avez vécu et qu'est-ce que vous avez vous spécifiquement mis en place pour atteindre le résultat qu'on a pu voir. Alors déjà, c'est une aventure qui a démarré en 2005, initiée donc par le département de la Loire, dont je ne faisais pas partie à l'époque, et qui donc a créé le premier RIP, le RIP 1, en déléguant la société Lotim, qui est une filiale du groupe Action. Et le but était d'équiper, à cette époque, les départements avaient encore la compétence économie, et le but était d'équiper en priorité les zones économiques, dont parlait Juliette tout à l'heure d'ailleurs. Donc ça a été le démarrage sur la Loire de l'aventure fibre. En 2015, on s'est penché sur les particuliers. Et donc là, c'est le CIEL, qui est le syndicat intercommunal d'électrification de la Loire, qui est très très actif sur le territoire, qui a pris la délégation et qui a construit le RIP 2, accompagné avec le département bien sûr, la région. Et donc c'est le délégant est en THD 42 exploitation. Et le programme a été lancé au niveau des particuliers, ce qui vous rend cette carte aussi bleue. Alors on a deux zones amies, qui sont très blanches, qui sont, mais forcément, hein, puisqu'on ne les remplit pas, qui sont la zone de Saint-Étienne Métropole et la zone d'Urbania Agglomération, donc qui sont sous le déploiement d'Orange. Voilà. Et le reste, c'est le programme dont je viens de vous parler. Alors, l'OTIM, donc concernant les entreprises, a créé quelque part un peu, si je peux m'exprimer ainsi, le squelette de la Loire en matière de fibres sur lequel s'appuie aujourd'hui le THD pour déployer le particulier. Donc ça nous a fait gagner quand même du temps. Donc aujourd'hui, l'OTIM, c'est 1000 euros. On parle de chiffres, moi ça me perturbe. C'est pas cher, hein. C'est 1000 km de fibres donc, qui sont déployés. C'est 170 zones d'activité qui sont raccordées. Et c'est plus de 35 opérateurs de services qui sont présents sur le territoire et qui sont actifs sur le territoire ligérien. Opérateurs de services sur ici sont effectivement des gens qui vendent des services sur la base du réseau que vous avez déployé. Tout à fait, voilà. C'est 3000 entreprises et sites publics en exploitation, c'est 80 000 salariés connectés au quotidien et c'est 22 990 abonnés ADSL grand public. Parce qu'en même temps qu'on déployait la fibre, on équipait en ADSL les zones voisines. Voilà. Donc, en fait, vous augmentiez la capillarité. En fait. On augmentait la capillarité tout à fait au niveau de la Loire, du territoire. Donc, les abonnés professionnels, alors je ne sais pas si... voilà, les voilà. Donc, vous voyez que l'évolution du parc fibre est en pleine progression, bien évidemment. Alors, les chiffres sont arrêtés au 31 mars sur cette slide. Donc, il y a 1653 abonnés fibres professionnels. On n'est que sur le professionnel. Alors que vous voyez que l'évolution XDSL Pro tend à stagner, bien sûr, et
va diminuer, bien évidemment. Voilà, donc ça a été une évolution aussi au niveau des tarifs, qui n'étaient pas les mêmes, vous en doutez, en 2010 ou 2008 qu'aujourd'hui. Et c'est... voilà, donc je vais demander à changer de slide et à passer sur le THD 42, donc sur le particulier. Voilà, et on retrouve la carte bleue. Alors là, vous avez vraiment le détail, à savoir qu'on est sur 2 années, enfin, sur 3 années, juillet 2017, juillet 2019 et juin 2018 et 2019 en juin. Donc, rapidement, le bleu, c'est les zones, c'est la même couleur que l'ARCEP, donc c'est des zones qui sont ouvertes aux fournisseurs d'accès Internet. Les zones rouges sont celles qui sont en travaux. En jaune, on a les études, et les zones blanches, c'est les zones amies dont je vous parlais tout à l'heure. Et en haut, voilà. c'est Roanne. Voilà, en haut, c'est Roanne, et vous avez en bas, Saint-Étienne. c'est le territoire de Saint-Étienne Métropole. Voilà. Donc, une grosse progression. Alors, en chiffres, c'est aujourd'hui 110 000 prises commercialisables sur la zone THD, la zone hors zone amie. C'est 17 800 abonnements qui ont été contractualisés. Et c'est une pénétration de marché d'à peu près 15% par rapport aux prises éligibles. Et c'est 10% de progression mensuelle des abonnements. Alors, il y a eu un gros travail qui a été fait par le Ciel et les partenaires pour, à travers des réunions publiques dans chaque commune où arrivait la fibre, justement pour sensibiliser les gens. Et on se rend compte, on en parlait un petit peu tout à l'heure, et même si depuis 6 mois on constate que les gens s'abonnent plus rapidement, les questions étaient tournées toujours autour de la télévision et les gens ont du mal à se projeter sur ce que va être notre vie ou ce qu'elle est déjà, avec les objets connectés notamment. Du coup, il y a vraiment une mobilisation, et une mobilisation très forte en matière de communication sur le territoire pour faire augmenter cette pénétration de marché de la fibre. Alors, savoir que le département de la Loire est le 2e fibré de France, mais en pénétration... Après qui ? L'Oise, je crois, est le numéro 1. D'accord. Et le premier département en matière de pénétration de marché. Je faisais signe à Lionel Recorbet parce que l'Oise, c'est un territoire SFR. En fait, c'est juste pour ça. D'accord, bravo. Mais par contre, premier en taux de pénétration, c'est-à-dire en abonnement effectif. En abonnement fibre sur la Loire, et je pense que c'est très lié à la communication qu'il y a eu et qu'il y a encore, et c'est très important. Et on n'a pas fini de communiquer dessus parce que c'est quelque chose, la fibre, c'est l'infrastructure qui nous permet d'amener les usages, et les usages n'ont pas fini d'évoluer. Donc les gens ne mesurent pas encore. Et dans votre communication vis-à-vis des élus ruraux, vous avez eu des actions spécifiques de sensibilisation sur cette population-là, des élus ruraux ? On a fait une communication d'abord avec les élus qui sont très demandeurs. Alors j'ai constaté la même chose ici, pour être très honnête. On voit que tout le monde a compris, tout le monde est converti. Donc on avait une demande très forte de la part des élus qui voulaient la fibre. On a d'ailleurs, on est en plein dans le sujet. On a une petite commune qui est sur Saint-Étienne Métropole, mais qui s'appelle Dargoire, qui est une très jolie commune de la Loire, très pittoresque, et qui a à peu près 500 habitants, pas beaucoup plus, qui a beaucoup de jeunes couples qui voient beaucoup de jeunes couples venir s'installer avec de jeunes enfants. Et c'est une population très jeune, contrairement à la Loire, qui est une population très vieillissante. Et donc, bien évidemment, ce sont des gens qui ont fait un choix de vie, qui ont fait le choix de vie de venir vivre en milieu rural, avec une qualité de vie pour leurs enfants et pour eux-mêmes, à travers des professions libérales ou du télétravail. Donc on a cette demande-là, et la question que je me pose sans arrêt, c'est est-ce qu'on ne va pas assister à l'inverse de l'exode rural ? Tout à l'heure, ça a été dit à travers les rails qui... Le Réloir, on connaît bien ça dans la Loire. Ne laissez pas des gens comme les opérateurs qui sont là et qui refusent de poser des pilots dans le milieu rural rentrer dans la THD radio. Ne les laissez pas. Pour ceux qui seraient passés à côté, Claude Terouinard, président de l'Eure-et-Loire, qui s'exprimera tout à l'heure sur le mobile. On est trop gentils avec eux, ils nous font pas de cadeaux. Vous voulez lancer une polémique à travers moi, en fait. Je ne fais que continuer et c'est pas fini. Oui. Donc voilà, c'est vrai que c'est très important et
et donc il y a eu cette demande de la part des maires et des élus locaux. Et puis ensuite, la deuxième étape, ça a été effectivement à travers la communication, les réunions publiques, le particulier, l'usager. Bien. Voilà. Donc, j'avais d'autres slides, mais je ne sais pas si... Peut-être qu'on a dit l'essentiel. Effectivement, on a juste envie de venir vous voir et effectivement d'aller visiter ce territoire et de s'inspirer de ce que vous avez fait, parce que c'est pas toujours si simple de communiquer à la fois vers les élus, mais aussi vers les administrés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent une appétence très forte sur l'ensemble des réunions que peuvent réaliser les intercos ou les communes, notamment. C'est pas Michel Sauvat qui me dira le contraire. Donc, je vais vous remercier effectivement Hervé Rasclar, Gaël Serrandour et Séverine Reynaud. Et je vais demander donc à Lionel Recorbet, Cyril Luneau et David Elfassi de bien vouloir prendre vos places. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. Vous êtes à la manœuvre sur ces RIP, sur vos propres RIP. Aujourd'hui, en tant qu'OCEN, sur les RIP des camarades. Moi, j'ai en fait une question un peu générique, et donc je demanderai à Lionel, puis à Cyril, puis à David de répondre à cette question-là. C'est les OCEN, on le rappelle, Bouygues, Free, SFR, Orange, ont fini par venir sur les RIP, après avoir donné quand même le sentiment d'avoir résisté un certain temps, mais pour des raisons qui vous appartiennent. Orange et SFR, qu'est-ce qui vous a convaincu d'aller sur les RIP? Et côté Altitude, qui est un opérateur neutre, pour le coup un opérateur d'infrastructure, qu'est-ce que cette arrivée a généré comme impact? Lionel. Bien, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être présent ici, parce que au fil des années, on voit cette évolution, du développement sur le territoire de la fibre. Et c'est vrai que pour le groupe SFR, qui est un partenaire historique des collectivités locales, avec aujourd'hui plus de 35 réseaux d'initiatives publiques, il était important de pouvoir continuer à travailler ce développement qui a été fort l'année dernière pour l'ensemble des opérateurs de RIP. Il y a eu encore des phases de conquête très importantes, mais aujourd'hui on arrive dans une phase où effectivement la quasi-totalité des collectivités ont lancé leurs appels d'offres, les opérateurs ont mis en œuvre les réponses qu'il fallait, ont gagné ou pas. On a eu la chance l'année dernière d'être titulaire de plusieurs délégations de services publics, les Pyrénées-Atlantiques, le Tarn, on vient d'être attributaire de la Guadeloupe, donc on est très heureux. On a répondu à l'ensemble des AMEL aussi. À l'ensemble des AMEL. Il y a eu les processus AMEL qui ont été lancés, où l'initiative et le financement privé a été très largement mobilisé. Et donc, et j'en profite pour saluer le président de l'Eure-et-Loire, puisque nous avons été attributaires de l'AMEL d'Eure-et-Loire, mais il y a également l'AMEL PACA et le département de la Nièvre, sur lequel on attend un avis très prochain, j'espère, du régulateur sur cette AMEL. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il y a 5 millions de prises dans le giron de SFR FTTH, et donc déployer ces 5 millions de prises, ça fait partie de l'enjeu premier du groupe. On est sur un rythme de l'ordre de 3500 prises aujourd'hui en termes de déploiement, jour, 3500 prises jour, mais c'est vrai que pour tenir les engagements qu'on a pris auprès du régulateur, notamment sur la zone AMI, il faut continuer à progresser en termes de volume de déploiement. C'est près de 5000 prises qui doivent être déployées par jour d'ici à la fin de l'année. Mais globalement, quand on regarde ce périmètre, de 5 millions de prises en zone moyennement dense que compose le territoire SFR, ça ne touche pas les 30 millions de logements qu'on a sur le territoire. Et donc, il est essentiel pour nous d'être clients de l'ensemble des réseaux d'initiatives publiques. Aujourd'hui, avoir déployé 1,5 million de prises sur nos territoires et aller jusqu'à 5 millions dans les prochaines années, c'est quelque chose de très bien. Commercialiser nos propres réseaux d'initiatives publiques, on a vu les taux de pénétration assez conséquents qu'on a aujourd'hui sur les réseaux d'initiatives publiques.
Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, il y a 125 000 clients grand public sur les réseaux d'initiative publique du groupe Altis SFR. Donc ça représente sur 475 000 prises déployées près de 26% de taux de pénétration. Donc on sent qu'il y a une réelle appétence de l'ensemble des particuliers pour aller sur ces offres à très haut débit. Et donc il était essentiel pour nous, et il est essentiel pour nous d'être sur l'ensemble des territoires qui déploient de la fibre. Alors, je vois Juliette Jarry qui me regarde en me disant quand est-ce que ça va vous arriver chez nous. Aujourd'hui, le groupe, dans sa globalité, c'est 13,3 millions de prises éligibles au très haut débit SFR, à la fibre SFR. Donc bien évidemment, il y a les prises FTTB qui sont dans ces 13,3 millions, il y a les prises FTTH. Et quand on regarde le panorama, quand on a cette volonté d'être présent sur l'ensemble des réseaux d'initiative publique, il faut se dire que techniquement parlant, c'est pas simple. Aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre, c'est 98 opérateurs d'immeubles aujourd'hui sur le territoire national. Ça veut dire qu'il faut se connecter avec 98 opérateurs. Alors il y a des agrégateurs, quand on regarde les réseaux d'altitude, il suffit d'avoir une interconnexion avec les équipements d'altitude à Paris qui nous collectent l'ensemble des trafics, et puis après on met nos équipements sur les réseaux, mais il y a des solutions de collecte pour rapatrier l'ensemble du trafic. On n'a pas ces solutions sur l'ensemble des 98 opérateurs d'infrastructure. Et donc, même si notre plan est un plan ambitieux, parce qu'on l'a vu au travers des résultats qui ont été publiés par le groupe au mois de juillet, à la fin du mois de juillet, il y a une vraie volonté, une vraie croissance du très haut débit sur le parc SFR. Il y a une nouvelle box qui vient de sortir à la NB8 qui est sortie le 20 août, et tout ça, ça nous pousse à aller encore plus vite, à vouloir aller encore plus vite pour couvrir les territoires. Parce qu'on sait très bien que l'ensemble de ces territoires ont une réelle appétence pour le très haut débit, et c'est nos clients, nos futurs clients. Et donc à partir de là, notre volonté, c'est vraiment de couvrir l'intégralité des territoires. Pour autant, c'est pas en claquant des doigts, Arthur Dreyfus l'a dit, on a mis 100 ans pour électrifier l'ensemble du territoire. Quelque part, la composante infrastructure passive, et donc le déploiement de la fibre optique, c'est un maillon de la chaîne. Derrière, pour pouvoir déployer les offres grand public et les offres entreprises, puisqu'au passage, le groupe, dès lors qu'on met en place un équipement qui permet de faire du grand public, on va proposer des offres entreprises à moins de 100 € pour les TPE, pour les PME. Et donc, à partir de ce moment-là, dès lors qu'on met en place ces équipements, on arrive à proposer les offres. Mais il faut avoir cette dynamique de pouvoir équiper l'ensemble des centraux, des NRO, pour pouvoir délivrer les services qu'on souhaite. C'est clair, effectivement. J'étais sûr. Non, tout va bien, Lionel, j'arrive à faire deux choses à la fois, mais c'est le maximum. C'est le maximum. Donc on entend bien effectivement ce déploiement qui est en marche, et puis aussi la nécessité de répondre à un certain nombre de clients d'SFR Altis, qui est aussi un groupe de médias qui aujourd'hui effectivement est dans une dimension un peu différente. Il y a des clients finaux sur des services médias, et en voyant effectivement l'accélération de l'adhésion des territoires ruraux à ces connectivités, on ne pouvait peut-être pas non plus laisser ce potentiel tout à fait en friche. Il y a une attente très forte pour pouvoir regarder BFM, ça c'est une certitude. Je crois qu'il y a BFM Lyon qui est en train de se créer. Il y a BFM Lyon qui est en train de se créer, donc on aura un futur événement dans les prochaines semaines. Mais effectivement, il y a une attente forte de l'ensemble de la population de pouvoir accéder à ces nouveaux services. Pas uniquement Netflix, pas uniquement Amazon Prime, même si ça fait partie des nouveaux services que l'on est capable de proposer à nos abonnés. Et donc à partir de ce moment-là, oui, il y a une attente très forte des territoires, du triple play. Et effectivement, dans les territoires où le DSL n'était pas de bonne qualité, parce que effectivement la fibre, quand elle arrive, elle crée une révolution complète sur les usages des abonnés. Quand on passe à un DSL dual play à de la fibre optique, forcément il y a un taux de pénétration qui dépasse très largement les 50%. Reçu. Cyril Luneau, côté Orange. L'accélération, vous l'avez plus que senti, puisque vous l'avez conduite. On le voit ici sur le territoire auvergnat, avec des annonces c'était à Ghana il y a quelques mois, sur l'accélération de phase de ce déploiement. Donc même question qu'à Lionel Recorbet, c'est à un moment donné pourquoi vous décidez d'aller effectivement sur les RIB des copains, parce que vous aviez fini les vôtres ou que c'était bien lancé?
Non, c'est assez simple. Vous savez qu'on est sur 3 axes prioritaires majeurs chez Orange. Le premier, c'est évidemment les réseaux avec la partie fixe, donc à la fois sur la fibre, où on déploie à marche forcée. On a donné quelques chiffres tout à l'heure en disant que sur 2018, il y avait eu l'équivalent de 3,2 millions de prises qui avaient été réalisées. Eh bien, Orange en a fait un peu plus de 2 millions. Donc vous voyez le niveau d'implication du groupe, et on parlait de locomotive, on a toujours parlé de locomotive, c'est le cas. On parle de plus de 4 millions qui doivent être réalisés sur 2019, et bien c'est 2,7 qui doivent être réalisés au niveau d'Orange, donc vous voyez que c'est des parts importantes. Au niveau de la part de marché réseau, on sera à peu près sur, je parle 2025, mais c'est-à-dire l'ensemble du parc FTTH fixe qui sera réalisé. La part de Orange sur l'ensemble du déploiement, que ce soit en zone très dense, que ce soit en zone moyennement dense, zone AMI et par RIP, ça sera à peu près 60%. Donc on fait 80% de la zone AMI, et sur la partie RIP, on est à peu près à 30% de part de marché. Donc on est bien présent sur la partie réseau. C'était un axe stratégique, on s'y est employé. Lionel a donné un certain nombre d'exemples pour SFR. On en a aussi, j'ai donné des chiffres généraux pour dire voilà où sera placé Orange en termes d'opérateurs de réseau. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'en effet, on a besoin aussi, au-delà du FTTH, d'avoir un réseau mobile de qualité, et donc on y va à fond aussi. Sur la part 4G, on sera en avance sur les engagements qu'on a pris notamment sur la partie 4G, et puis on avance d'une manière très très forte sur la partie mobile, mais j'y reviendrai 2 minutes à la fin. Et enfin, évidemment, il faut avoir, au-delà du réseau, il faut avoir un réseau, j'ai oublié un point, qui est le réseau cuivre, parce qu'en attendant que le réseau arrive, on nous a demandé d'avoir une qualité de service sur le réseau cuivre important. Vous savez que le réseau cuivre, eh bien, c'est dans les zones rurales qu'il est le plus sollicité. Parce que c'est là où les gens ont le plus besoin, et c'est là où, justement, parce que en aérien, etc., ils souffrent le plus. Donc on a pris en compte tout ça, et donc je vous dis, on fait feu de tout bois sur tous ces sujets réseau. On a un sujet qui est le service, et donc les usages et les services que l'on peut proposer. Et là encore, et j'y viens, il s'agit d'être présent sur l'ensemble des réseaux. On l'était sur nos propres réseaux, on l'était sur la zone très dense, sur la zone moyennement dense, et puis sur les RIP Orange, et on a accéléré fortement, parce que justement, on sait maintenant mener ces 2 chantiers en même temps. Et puis même si c'est très difficile, disait Lionel, d'arriver sur X acteurs, que ce soit dans le territoire les opérateurs d'immeubles, etc., on va être peut-être un peu plus agile que SFR, on va y aller plus vite, et on y sera sur quasi tous avant la fin de l'année. Donc on signe avec l'ensemble des acteurs, et on est très heureux justement d'accélérer à fond, et c'est notre priorité d'être présent sur l'ensemble des réseaux RIP, quels qu'ils soient, et on est très heureux de ça. Ça veut dire qu'on va avoir une offre qui va être destinée à la fois pour le particulier, une offre qui va être destinée pour les opérateurs de type TPE Pro, donc les petites entreprises. On va avoir une spécifique de connectivité pour les TPE, PME. Absolument. Donc une offre pour FTTH Pro, on va dire, qui va correspondre à une attente qui est aujourd'hui, c'est à peu près 60 €, une offre de ce type-là. On a ensuite des PME qui demandent une offre qui est un peu plus complète, plus sécurisée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi créer cette offre-là, qui est déjà créée, qui existe, mais qu'on va maintenant unifier sur l'ensemble du territoire. C'est une offre qu'on appelle FTTE, et c'est à peu près 300 € à peu près ce qu'on peut trouver. Et puis on a des offres qui sont beaucoup plus complètes, des offres qui sont totalement sécurisées, avec une fibre totalement dédiée, qui est supervisée, etc. Et donc ça sont des offres qu'on appelle une fibre dédiée pour une grande entreprise. Et là, on est sur des tarifs qui sont beaucoup plus élevés que ça, parce que c'est une qualité de service et une sécurisation beaucoup plus importante. Donc voilà, la gamme complète, on doit l'apporter. Pour autant, il y a un certain nombre de réseaux qui n'ont pas embarqué ces offres-là jusqu'à présent, que ce soit sur nos propres réseaux ou les réseaux tiers. Et donc,
Aujourd'hui, tous les réseaux qu'on déploie vont pouvoir bénéficier de ce type d'offre, mais ceux qui ont été construits par le passé, eh bien, on revient dessus pour pouvoir intégrer ces types d'offres. Et bien sûr, on les fera bénéficier aux autres via le wholesale, bien évidemment. Voilà, c'est l'axe majeur que se donne Orange sur les offres. Donc je l'ai dit, où ça? Sur nos réseaux et sur l'ensemble des réseaux tiers quand ils peuvent nous le proposer. Je ne sais pas exactement ce que proposent tous les réseaux d'initiatives publiques anciens. Les nouveaux, ça je sais, mais il y a sans doute des aménagements qu'il faut faire pour embarquer du FTTE sur tel ou tel réseau. Eh bien, on discute avec les différents opérateurs pour pouvoir le faire. Merci Cyril, on reviendra vers vous et vers Lionel. Une remarque sur cette question justement. Oui, sur la question des offres, effectivement, c'était une attente très forte de la région d'avoir du FTTE, parce que pour beaucoup d'entreprises, ce qu'on appelle le FTTO, donc qui était l'offre très sécurisée, etc., était parfois surdimensionné pour beaucoup de TPE, PME, surdimensionné dans les services qu'elle proposait et aussi évidemment dans les prix des abonnements qui étaient plutôt de l'ordre de 800 000 euros par mois, qui pour une entreprise, une petite ou une moyenne entreprise, était juste absolument inaccessible. Donc l'arrivée du FTTE est une très bonne nouvelle pour les TPE, les PME de la région notamment. Merci. David Elfassi, donc pas de l'autre côté du miroir parce qu'il n'y a plus de miroir, mais sur les réseaux, donc les nombreux réseaux de altitude infrastructure, cette arrivée des OCN, ça a entraîné quoi comme dynamique, comme conséquence? Est-ce que ça a facilité les choses? Est-ce que, voilà, comment vous avez vu arriver progressivement ces opérateurs sur vos réseaux? Je vais d'abord faire un petit bilan, mais pour revenir, je vais commencer par la fin. Bien sûr. Pour reparler des entreprises, comme ça, tant qu'on est sur le sujet. Là où j'ai envie de dire que les opérateurs d'infrastructures alternatifs, qui ne sont pas des opérateurs verticalement intégrés, qui ne font que du marché gros en fait, sur les RIP FTTH, et bien depuis le démarrage, en fait, nous avons créé en fait, plusieurs gammes de services. Évidemment une gamme que l'on appelle Connect pour les TPE, une gamme qu'on appelle Access pour les PME, une gamme qu'on appelle Premium pour les grands comptes, mais en fait simplement pour pouvoir desservir l'ensemble des services fournis par la DSL, toute la palette. La DSL, on a la DSL optique, après on a la DSL Pro, le SDSL, et puis ensuite on bascule à la fibre. On a reproduit ce type d'offre sur la fibre optique avec des tarifs d'accès tout à fait intéressants. Mais on ne s'est pas arrêté là. Sur les entreprises, on oublie aussi les collectivités locales, d'une certaine façon, qui ont aussi leurs propres moyens. Et donc, on a créé des offres de services en deux types. Une qui est très orientée interconnexion de sites, donc ça peut aller des grands sites d'une mairie ou d'un conseil départemental, d'un conseil régional, etc., jusqu'aux écoles, au lycée, au collège. Voilà. Et comme on sait que les collectivités locales, à l'heure actuelle, on va dire que ce n'est pas les périodes les plus fastes au niveau finance, mais en tout cas, il y a encore un peu de capacité d'investissement et c'est plus compliqué sur les charges de fonctionnement. Donc on propose des formules qui permettent, sous forme d'investissement, en fait, de pouvoir relier tous ces sites. Mais il y a une autre activité qui arrive dans les années à venir, c'est tous les smart services. Et donc pouvoir proposer aussi en fait, un catalogue qui va permettre de connecter du mobilier urbain, etc. Parce qu'on sait que un certain nombre d'applications de demain passeront par la mobilité, mais pas que, et donc pouvoir aussi le faire au travers du fixe. Donc l'intérêt des opérateurs d'infra, justement, et qui ne font que de l'infra, c'est d'essayer d'être le plus créatif possible. Et à l'heure actuelle, nous travaillons sur des offres qui permettront de développer plus rapidement, alors évidemment le New Deal mobile, mais pas que, on sait qu'il y a la 5G qui arrive derrière, qui sera un autre enjeu également en termes de collecte. Enfin voilà. Sans faire de publicité comparative, est-ce que petit à petit on a une harmonisation des prix? Cyril Hulot parlait d'une offre FTTH Pro à 60 €, FTTE 300 €. Est-ce qu'on commence à voir se dessiner des sortes de... Non, enfin, je sais pas, je cherche même pas, en fait, je cherche même pas à comparer, mais ce qu'on peut dire, c'est que les tarifs qu'a donné Cyril étaient des prix de détail. Oui. Et donc il faut considérer que le prix de gros est divisé par deux.
Parce que c'est ce prix à en la bout de grosse, chaîne, hein. à un moment donné, où sur lequel il y a des interrogations de la part des entreprises qui s'entendent dire blanc noir, mais qui n'arrivent pas à comparer les offres, et les élus qui sont sollicités par les entreprises n'arrivent pas à répondre. Non, en fait, à partir du moment... Et ils appellent infodébit, évidemment. Non, mais à partir du moment où on est sur un réseau d'initiative publique, quel qu'il soit, mais même dans les zones privées, on a un catalogue unique, wholesale, qui s'impose à tous les opérateurs. Donc si ensuite les opérateurs entreprises ont des différences sur le prix de détail, ben, c'est qu'ils ont des services à mettre en avant. Vous n'y trouvez rien. Mais nous, à notre niveau, on a une offre de gros qui est la même pour tout le monde, donc ça ne fait absolument aucune différence. Et comme le disait Cyril, ça commence, les offres TPE Pro, ça commence à quelques dizaines d'euros, et puis les gammes, on est plutôt dans les 80 euros sur les offres pour les PME, mais en prix de gros, pas en prix de détail. Et ce que dit David est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, un Orange ou un SFR, que ce soit un réseau d'initiative publique, que ce soit la zone AMI, le prix de détail pour l'entreprise va être le même. Quand on fait une offre professionnelle à 70 euros, 75, 90, peu importe, mais aux alentours de ces tarifs-là, la tarification est la même qu'on soit sur un réseau d'initiative publique ou qu'on soit en zone AMI. Et ça, c'est important aujourd'hui de voir cette dynamique qui est en train de s'installer aussi, c'est que l'ensemble du territoire a une équité de traitement, qu'on soit dans une zone AMEL, qu'on soit dans une zone AMI, qu'on soit dans un réseau d'initiative publique, qu'on ait un réseau activé, qu'on ait un réseau passif, puisque la zone AMI est passive, qu'on ait un réseau passif. On a un marché de détail qui s'est aujourd'hui uniformisé sur l'ensemble du territoire. Monique Libert-Champagne, vous confirmez? Oui, tout à fait, qui s'est uniformisé, mais ça n'était pas le cas auparavant. Il y avait des différences de prix très importantes. C'est pour ça que j'ai dit que quelque part, le fait qu'il y a eu des opérateurs alternatifs d'infra. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai résumé, et ça a permis de fixer un cadre. Voilà, et puis aujourd'hui, les choses sont vraiment effectivement harmonisées. Donc pour en revenir à la question de l'arrivée des OSEN, déjà en termes de périmètre, nous n'agissons que sur la zone d'initiative publique. Alors, on a pris quelques engagements AMEL également. Oui, on reviendra. Voilà. Mais donc on a environ 3,5 millions de prises à déployer sur la zone RIP. Ça représente 18 RIP, 22 départements. 3,5 millions. Oui, en fait, elles ne sont pas dans les 18 RIP ou 22 départements, mais j'aurai des petites choses à annoncer d'ici quelques temps. Voilà. Je vois mes concurrents qui me regardent avec des gros yeux. Nous allons construire sur l'année 2019 à notre échelle 300 000 prises. Et nous aurons un rythme entre 5 et 550 000 sur 2020. Et nous, 600 000 prises par rapport à notre programme représentera un petit peu notre asymptote en termes de capacité de production sur nos réseaux. Il y a quelque chose dont on a peu parlé quand même, c'est que, avant l'arrivée des OSEN, il y avait quand même des opérateurs de plus petite taille qui ont été cités sur les slides de la Loire. Je pense à WeBox, Ozone, Canet, Nornet, Coriolis, Vitis, etc. J'espère que j'oublie personne, et de nombreux opérateurs entreprises. Et ils ont énormément dynamisé ces réseaux au démarrage. Et en fait, je pense que les grands opérateurs font bien d'arriver maintenant, parce que plus ils tardent, plus quelque part ils renforcent ces opérateurs qui résistent bien à l'arrivée des grands opérateurs qui ont su déployer de bonnes offres. Et à date, ce qui est très intéressant, c'est que nous, à l'échelle de nos réseaux, on tend là vers les 10 000 prises commercialisées par mois, ce qui commence à être un chiffre vraiment significatif, et on a vraiment une courbe, comme la courbe en S du marketing. On est vraiment dans la grande phase d'ascension. Et je dirais que l'arrivée des OSEN, pour nous, elle révolutionne rien. On va dire que je suis respectueux vis-à-vis des grands opérateurs. C'est pas du tout ça, mais on est évidemment très heureux d'accueillir les quatre opérateurs avec qui on a signé des contrats, et Orange étant le dernier. Oui, bientôt le premier, oui, ça. J'attends les commandes. Et non, tout ça pour vous dire que en fait, les opérateurs arrivent à peu près au moment où on l'avait imaginé dans notre plan d'origine. Donc aujourd'hui, nous, c'est pas une révolution, c'est simplement
on a eu une histoire à laquelle on a cru depuis le démarrage, depuis les tout premiers réseaux d'initiative publique FTTH. On nous a dit à une époque qu'on financiarisait les RIP, etc. Enfin voilà, on a monté un projet, trouvé des partenaires financiers, dont la Banque des Territoires ici présent. Et ce qui est plaisant aujourd'hui, c'est qu'on arrive à bien tenir notre cadence de production, que les opérateurs arrivent sur le réseau, ce qui fiabilise évidemment nos financements, et qu'évidemment, je ne vais pas vous dire que les usagers sont au rendez-vous, parce que là, ce serait l'hôpital qui est sous de la charité, c'est grâce aux usagers que nous sommes là, et eux vraiment poussent, et aujourd'hui, il n'y a pas de sujet, c'est la fibre avant tout. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais sur nos RIP, nous ne développons vraiment que du 100% fibre optique. Merci. Un petit point sur les AMEL. Laurent Roger, les AMEL, c'était quoi, qu'on dise rapidement? C'est une opération terminée, mais c'est une opération qui a bien marché. C'était quoi l'idée des AMEL? Et puis l'acronyme pour nos amis. Oui, les AMEL, donc c'était les appels à manifestations d'engagement locaux. Donc ça répondait un peu aux AMI, les appels aux manifestations d'intention d'investissement qui avaient été lancés en 2011 au niveau national. Et donc là, c'était l'idée de tirer profit de l'amélioration des conditions d'investissement dans les infrastructures très haut débit, notamment dans les zones rurales, pour essayer de voir s'il était possible d'aller plus loin sur fonds privés, donc sans apport subventionnel, pour déployer sur ces territoires. Et évidemment, comme ça arrivait plus tard dans l'histoire, ça devait être fait en bonne intelligence avec les collectivités territoriales, avec les projets de réseau d'initiative publique. C'est pour ça que ça a été fait à l'initiative des collectivités au niveau local. Certaines ont fait le choix de lancer ces AMEL, d'autres n'ont pas voulu s'engager dans ces démarches, d'autres l'ont fait, ont trouvé que les réponses qu'elles recevaient n'étaient pas concluantes. Mais in fine, donc effectivement vous le disiez, maintenant l'exercice est clos. L'échéance avait été fixée au 15 juin pour recevoir les dernières propositions d'engagement des opérateurs. Et on a effectivement un nombre tout à fait significatif de lignes FTTH qui vont être déployées sur ce mode, puisqu'on devrait être aux alentours de 1,5 million de lignes. Versus combien attendu? C'était fixé l'objectif minimum autour d'1 million. Oui, donc ça a plutôt bien marché en fait. Donc ça a plutôt bien marché. Donc voilà, maintenant on est en train de travailler, enfin certains ont déjà été traduits sous forme d'engagement L3313, pardon pour le jargon, mais c'est important pour bien sécuriser ces déploiements. Et pour les derniers, donc on est en train de travailler à la validation de ces engagements qui permet de les rendre opposables et à l'ARCEP derrière d'exercer son pouvoir de sanction si jamais les engagements ne sont pas respectés. N'était pas tenu. Oui, juste pour compléter ce que Laurent a dit, il y a eu une véritable modification en fait, du modèle économique des opérateurs. Et il y a eu une baisse des coûts d'infrastructure et puis il y a en fait plus d'abonnements que ce qu'on avait prévu. Et c'est aussi pour ça, mais sans du tout diminuer leur mérite, que des contrats ont pu être renégociés parce que la situation économique était plus favorable. Et donc il faut bien insister sur le fait que faire financer les réseaux par les opérateurs, c'est économe pour l'argent public, c'est-à-dire l'argent du contribuable. Il n'y a pas d'argent public, il n'y a que l'argent des contribuables. Et donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en valeur. Et les AMEL sont une bonne chose. C'est vraiment le gouvernement qui l'a porté. L'ARCEP, ce n'était pas une de ses initiatives, mais je crois que ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, du côté de l'ARCEP, on a rendu tous nos avis. On est en attente d'arrêté du gouvernement, mais tous nos avis ont été rendus au gouvernement. Ouais, je voudrais rajouter juste un petit point, c'est que finalement on dit que c'est l'agence du numérique, l'ARCEP, le gouvernement, etc. Je veux dire, les opérateurs, c'est avant tout les territoires. Et l'intelligence, elle vient du territoire. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence du territoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu des exemples. D'abord, les Yvelines, qui se sont dit, mais finalement, le modèle RIP, c'est peut-être bien, mais moi, j'ai peut-être un autre modèle. Bon, pourquoi pas? On a dit, mais qu'est-ce que c'est que cet Uluberlu qui fait des choses qui ne sont pas forcément... déjà, on a une capacité de créativité au sein des services juridiques des différentes collectivités qui est importante, mais bon, pourquoi pas. Et puis il y a eu les Hautes-Pyrénées, et puis il y a eu le territoire de Belfort, et puis il y a eu l'Orne. Ça ne s'appelait pas du tout AMEL,
mais on a fait ce genre de choses. Donc on a travaillé avec ces départements parce qu'ils nous l'ont demandé, ils nous ont dit mais est-ce qu'il n'y a pas un modèle qui nous permet d'aller un peu plus loin pour aller chercher le maximum de territoires, un peu comme ce que vous avez fait au Conseil régional, pour challenger les choses, pour aller au plus loin possible par rapport à ce que vous aviez imaginé quelques années avant. Donc voilà, il y a eu ça. Et puis ensuite, il y a eu en effet une formalisation, parce que comme il y avait pas mal d'initiatives, là il y a eu notamment l'Agence du numérique et la mission THD qui a rempli sa mission de coordonner les choses, parce que pour pas que ça parte dans tous les sens. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu justement cette coordination, je dirais, ce pilotage qui a permis de rendre les choses un petit peu plus claires vis-à-vis des opérateurs notamment et vis-à-vis des autres collectivités. Et de ce fait-là, il y a eu un effet d'entraînement et qui ont fait qu'il y a pas mal de départements qui se sont dit ben, allons-y. Mais c'est au départ un choix du département ou de la collectivité qui est allé là-dedans. Voilà. Et d'embrayer sur cette opportunité-là, en fait. Voilà. Et donc, on a nous-mêmes dû travailler avec ces départements, et ça s'appelle AMEL ou pas AMEL, ou fonds propres ou autre, mais en tous les cas, c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord. Une réaction sur les AMEL, Lionel Recorbet, puis ensuite David Elfassi, il y en avait une en Côte d'Or, c'est une des premières qui avait été enclenchée chez Altitude, mais d'abord Lionel. Sous ce format-là, on y revient. C'est un exemple concret, mais vous en avez autant sous le coude. Globalement, les AMEL ont permis de faire tourner à plein l'investissement privé. Les opérateurs avaient cette volonté d'investir. On a une fenêtre de tir au niveau même des financements de projets, au niveau de la dette sur les montants financiers qu'on peut lever, qui nous permettait, au travers en plus des capacités industrielles qui ont été mises en œuvre, parce qu'à partir du moment où vous commencez à déployer la zone AMI, à partir du moment où vous commencez à déployer des réseaux d'initiative publique, derrière vous mettez en place des usines industrielles. Et donc pour permettre de continuer à faire tourner cette usine industrielle, la solution des AMEL s'est montrée totalement vertueuse pour les opérateurs. Et donc, le groupe SFR s'est engagé naturellement vers les AMEL et a répondu à l'ensemble des procédures qui ont été lancées par les collectivités. Et ce que disait Cyril est tout à fait juste, hein, c'est vraiment une démarche des collectivités territoriales de sélection d'un opérateur derrière pour équiper le territoire et pour aménager aujourd'hui 100%, puisque quasiment la totalité des AMEL sont presque allées jusqu'à du 100% de couverture des territoires. Merci Lionel. David, un dernier mot sur ce point ? Non, mais pas spécifiquement, enfin simplement dire que voilà, nous on est à l'écoute des collectivités, donc quand elles nous demandent de faire un affermage, on regarde de l'affermage, quand c'est une concession, on regarde une concession, quand c'est de l'AMEL, on regarde des AMEL. Simplement, on a été un peu plus sélectif sur les AMEL, on n'a pas répondu tous azimuts, parce qu'on n'a pas des unités de production un peu partout en France, donc là où on avait déjà de bonnes bases, quand des AMEL se sont présentés autour de ces bases, là on a plutôt renforcé nos réponses, donc voilà, on a eu, on va dire, le premier avis favorable de l'ARCEP, parce qu'on était plus sympa sur certains sujets, voilà. Merci. Un dernier mot chacun. Est-ce que on a l'impression que ça, et c'est trompeur, il y a toujours un effet trompe-l'œil, on a l'impression que ça avance tout seul, que le train est parti à grande vitesse et que, en réalité, je pense qu'au quotidien, ça ne doit pas être vécu comme ça. Est-ce que vous avez encore besoin des élus ? Je fais scandaliser Claude Terwinard. Plus que jamais. Plus que jamais. Non, plus que jamais, parce que en fait, ça ne marchera qu'à partir du moment où l'ensemble des collectivités et l'ensemble des élus se seront appropriés le réseau, c'est le leur. L'aménagement, on ne parle plus de déploiement de réseau, on parle d'aménagement du territoire avant tout, et on répond à cette dynamique-là. Si les réseaux aujourd'hui sont beaucoup plus complets, permettent un support à des usages beaucoup plus complets que ce qui existait jusqu'à présent, c'est qu'il y a eu une façon de repenser les réseaux à travers justement les demandes qu'avaient les collectivités, et c'est comme ça qu'on a enrichi y compris nos catalogues de services. Donc au contraire, on a besoin d'eux, et on a besoin d'eux aussi pour la deuxième phase, on l'a tous dit, mais c'est sur les usages. On parle de, je ne dis pas ville intelligente, mais territoire intelligent, aujourd'hui c'est plutôt les métropoles qui sont un peu plus focusées sur ce type de projet, avec les projets de type Smart City, écoquartier et autres, mais on va avoir au niveau des territoires beaucoup plus agricoles un vrai besoin aussi, et ça il faut le repenser de la même façon que ce que l'on avait fait jusqu'à présent sur la partie infra. Eh bien il faut le faire de la même façon avec les collectivités
et dans le même type de projet. On a eu récemment un projet qui a été très intéressant dans le cadre du programme d'investissement d'avenir PIA3 avec les fameux TIGA, les territoires d'innovation de grande ambition. Et ça, c'est typiquement ce type de programme qui va tirer ensuite des nouveaux projets et qui vont permettre d'avoir des métropoles. Pour l'instant, c'est des métropoles, mais j'espère que d'autres territoires vont émerger aussi sur ce type de service. On a l'opération, on a dit opération Cœur de Ville, c'est des magnifiques projets qui vont redynamiser les territoires. Voilà, donc tout ça c'est important. Donc plus que jamais, on a besoin des élus, y compris pour nous faciliter les choses dans le cadre des déploiements, plutôt que nous les compliquer. Et avec à la fin peut-être une diffusion de ma ville dans ma poche qu'on retrouve sur votre stand sur le Smart Village. Même question, effectivement, est-ce que ça... Même question, besoin même des réponse. élus, hein, ouais. On a besoin des élus et on a souvent opposé la zone publique à la zone amie. Il n'y a pas de distinguo à faire. C'est-à-dire que les élus des villes, des zones amies, sont tout aussi concernés que les élus des villes qui sont dans une délégation de service public, dans un affermage, dans un PPP ou dans une concession. L'objectif, il est clair, c'est aller le plus vite possible. Ça veut dire que le rôle de l'élu, avant tout, c'est de nous permettre, notre métier, c'est de déployer, évidemment, c'est notre rôle, c'est notre mission, c'est nos enjeux et nos engagements vis-à-vis du régulateur. Mais le rôle de l'élu, c'est de nous aider, de nous faciliter les déploiements. Il y a des autorisations permanentes qui peuvent être données dans le cadre de travaux. Il y a le traitement rapide des permissions de voirie. Il y a les notions d'élagage. On est en ruralité, on a parlé des réseaux d'initiative publique. L'élagage est quelque chose de très important dès lors qu'on veut déployer des réseaux d'initiative publique sur les appuis aériens, que ce soit ceux de Cyril ou ceux d'Enedis. Tout à l'heure, Gaël a dit qu'il y avait eu sur l'aérien un effort particulier qui avait été mené notamment sur les appuis aériens, sur la facilité, sur la facilité de dépôt des études, de pré-études entre guillemets. Aujourd'hui, l'élagage fait partie des choses sur lesquelles les collectivités locales peuvent nous aider parce qu'elles ont des équipements ad hoc et donc elles peuvent mobiliser leurs services pour travailler à la facilité et à la facilitation du déploiement. Merci. Dernière question, la même. Bah oui, mais pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que de dire que de toute façon tout ça paraît bien évident parce que le réseau cuivre a été construit par un opérateur public à la base et aujourd'hui on est plus avec des opérateurs privés mais derrière un programme public, il me semble. Voilà. Faut garder la même. Merci beaucoup. Un dernier mot avant de fermer cette séquence et de recevoir Arnaud Pétel pour parler de la fibre. Juliette Jarry, un petit mot de synthèse. Alors effectivement, les choses ne sont pas parfaites, mais je crois que si on regarde en prenant un petit peu de recul sur les dernières années, il y a quand même eu énormément de changements, ça a beaucoup accéléré, il y a une prise de conscience sur l'importance des infrastructures. Mais je voudrais peut-être terminer avec un mot qui est pour moi un mot extrêmement fort et qui n'a pas beaucoup été prononcé, mais qui est un fil rouge, c'est la question de la formation et de l'éducation. On a besoin de former au métier des infrastructures, évidemment, parce qu'on sait que ces déploiements vont s'accélérer et donc qu'on va avoir besoin de personnes qui peuvent à la fois sur les questions d'ingénierie, sur les questions de soudure de fibre optique, etc. Donc ça, c'est sur la question des infras. Mais de manière beaucoup plus générale, Cyril le disait tout à l'heure, je crois qu'on a un enjeu majeur devant nous, qui est la question de l'éducation, de la formation aux usages. Parce que vous avez tous, nos enfants ont tous, un smartphone dans la poche, et donc on a l'impression que le numérique est quelque chose qui, de fait partie de notre quotidien. Mais il y a un décalage tellement important entre ces usages-là et les grandes questions autour des données, autour de la sécurité, autour de l'identité numérique. Tout ça, ce sont des questions qui, aujourd'hui, demandent véritablement à être traitées. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que j'évoquais le fait que pour moi, cette question du numérique est une question éminemment politique avec un P majuscule. C'est-à-dire qu'elle relève véritablement de l'organisation de la société, des relations que nous avons entre nous, etc. Donc l'enjeu que nous avons aujourd'hui, évidemment, est celui du développement des infrastructures, donc des questions plus logistiques, organisationnelles, techniques, etc. Mais les questions dont nous devons véritablement nous saisir
en tant qu'élu, mais en tant que citoyen de manière générale, c'est la question de ces usages, de comment est-ce que nous accompagnons les plus jeunes ou les moins jeunes, peu importe, vers ce que j'appelle les usages éclairés du numérique, pour comprendre ce qui se passe derrière et pour ne pas être des simples consommateurs de ce numérique-là, pour pouvoir quelque part reprendre un petit peu le pouvoir et avoir des décisions qui sont des véritables choix et non pas des choses qui s'imposent à nous. Et je crois que l'enjeu, il est véritablement là. Merci. Oui, monsieur. Merci beaucoup, on applaudit nos panélistes. Bravo.